Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau numéro de Paris en Lumière, le podcast dans lequel on travaille un certain nombre de sujets de fond et sur lequel on fait un certain nombre de témoignages. Alors aujourd'hui, deux invités à mes côtés qui sont très spécialisés sur la question du féminisme, de la protection des droits humains. Geneviève Garrigos, tu es élue dans le 20e arrondissement. Tu es présidente de la 7e commission du Conseil de Paris. Tu as été présidente d'Amnesty International France pendant de nombreuses années et tu es très engagée sur tous ces sujets de protection des droits humains et en particulier des femmes. Et Eve, tu es autrice, réalisatrice, productrice, tu as créé de nombreuses associations, dont notamment le célèbre Club Poussette, et puis plein de plateformes, notamment cette plateforme qu'on appelle On Suzanne, et puis ce projet que tu as réalisé, Big Bang Baby. Enfin bref, une grande expérience de ce qu'est la maternité, de ce que sont les difficultés des femmes en ville, la question de la solitude, la question des familles monoparentales, et tu as accompagné énormément de gens sur ces sujets-là. On voulait aujourd'hui s'interroger ensemble sur c'est quoi une ville féministe? C'est quoi Paris féministe? On sait que Paris est sans doute un territoire plus protecteur sur ces questions-là, mais on voudrait aller encore plus loin sur la question de la lutte contre les inégalités, la lutte contre les discriminations. Bref, selon vous, quels sont les grands angles d'action qu'on doit mettre en place? Alors, effectivement, depuis des années, Paris a mis en œuvre une politique féministe. Et on le voit, que ce soit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en ouvrant cet hébergement d'urgence dans l'hôtel de ville même, ce qui est un signal extrêmement fort, et dans d'autres mairies. D'ailleurs, moi, je vois dans la mairie du 20e, il y a également un accueil pour les femmes victimes de violences. Dans les contrats que l'on passe avec les associations à qui on verse des subventions, où ces questions doivent être des engagements de la part des associations sportives et autres. On le voit aussi dans différentes mesures qui vont être prises, que ce soit les crèches, que ce soit... Oui, il y a énormément de sujets dans lesquels c'est déjà présent. Par contre, il faut aller plus loin. On a besoin d'aller plus loin parce que une ville féministe, ça doit être une ville où non seulement on lutte contre les discriminations, mais on s'assure que les mesures que l'on prend ne vont pas soit les aggraver, soit ne pas en tenir compte. Et donc, on a un rôle moteur à jouer en la matière. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Geneviève, et j'ajouterais voilà aussi que c'est évidemment une priorité de lutter contre toutes les discriminations, toutes les violences, mais aussi de s'assurer finalement que au quotidien, en fait, on se sente à la fois en sécurité, on se sente en pleine possession de ses droits, de ses moyens, qu'on puisse profiter, quelle que soit sa situation, qu'on soit mère en couple, mère solo, mère lesbienne, qu'on puisse en fait avoir accès à une qualité de vie et à une sécurité qui est importante en fait pour nos droits humains basiques, quoi. Donc c'est vrai que Paris aujourd'hui s'inscrit dans une démarche féministe et on le voit, comme tu dis, Geneviève, à travers pas mal de ses engagements, mais je pense qu'on peut aller quand même beaucoup plus loin, qu'aujourd'hui on est voilà, on est sur ces luttes qui sont très importantes contre les violences, mais comment est-ce qu'on fait pour vraiment ancrer une politique féministe dans le quotidien des centaines de milliers de personnes vivant à Paris, femmes et hommes aussi, et enfants. Donc on a plein de belles choses à faire, je pense, dans le futur. Alors, l'un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup à Paris en grand, c'est la notion de droit à la ville. Paris, c'est une ville formidable, mais c'est vrai que quand on est quelqu'un d'un milieu précaire, dans lequel on manque de temps, c'est difficile de profiter de la ville. Et on a en particulier en tête le sujet des familles monoparentales. À Paris, il y a une famille sur trois qui est une famille monoparentale. À plus de 80%, ce sont des femmes. Et à l'intérieur de ces familles monoparentales, un grand nombre sont sous le seuil de pauvreté, un peu plus de 40%. Donc c'est évidemment des familles qui sont dans une très grande difficulté, confrontées à des problèmes de logement, de pouvoir d'achat et même plus fondamentalement de la capacité à profiter de la ville. Tu as beaucoup travaillé notamment sur ces sujets, dans l'accompagnement de la parentalité, de la maternité, et à travers notamment ces réseaux d'entraide et de partage d'expériences. Peut-être sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour plus aider les familles monoparentales? Il y a la question financière, mais on travaille aussi sur cette notion de droit à la ville avec le temps à soi. C'est redonner du temps à ces familles, peut-être nous donner à la fois des éléments de compréhension des enjeux et puis de choses qu'on pourrait proposer dans l'avenir.
Bah, tu sais, alors on peut faire un focus sur les familles monoparentales parce qu'évidemment, elles sont, bien souvent encore plus précarisées. Mais ce que je remarque moi en tout cas avec le même, effectivement toutes les femmes que j'ai pu rencontrer à travers, mes films, mais surtout le Club Poucette, c'est que même quand on est une femme en fait dans un couple, hétérosexuel ou pas, même là en fait il y a un sujet, d'insertion dans la ville, de se sentir, la bienvenue avec un bébé. Aujourd'hui, il y a des problématiques de temps pour les familles monoparentales ou pas. Quand on sait, en fait, enfin, quand on voit les chiffres de la répartition des tâches ménagères ou même de la garde d'enfants, même dans les couples hétérosexuels, on voit enfin, c'est vraiment beaucoup plus la femme, quand même, encore aujourd'hui, qui s'occupe de ces tâches-là. Donc, je pense que la lutte, elle est vraiment pour toutes les mères et toutes les familles de comment. Effectivement, tu parles de temps à soi. Je pense que c'est important, mais même juste en fait comment on arrive à profiter et à élever un enfant en fait dans cette ville où effectivement les prix coûtent très cher, où les familles ne sont pas les bienvenues. On en parlait un peu avant en off, mais voilà, aller dans un restaurant avec un enfant, c'est ultra compliqué. Donc tu vas pas aller en fait dans un resto où tu vas payer super cher parce que déjà en fait le pouvoir d'achat s'amenuise d'année en année, et en plus pour passer un mauvais moment parce que rien n'est adapté pour accueillir les familles, quoi. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qui doit être pris au sérieux, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de familles qui déménagent de Paris et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une ville, en tout cas en hypercentre, avec énormément de jeunes actifs, sans enfants. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour que Paris ne soit pas excluante envers les familles? Il y a plusieurs pistes d'action. C'est déjà les reconnaître et faire en sorte que on réfléchisse aussi pour elles avec les enjeux qui sont les leurs, et qu'on puisse proposer une meilleure prise en charge. Bah, avec le Club Poucette, nous, ce qu'on fait, c'est aussi des rassemblements entre mères, et c'est très important, en fait, juste avoir un espace où les familles sont les bienvenues. En fait, déjà, c'est la base, et malheureusement, aujourd'hui à Paris, c'est quelque chose qu'on retrouve peu. Donc ça devrait être une priorité quand même, à moins qu'on veuille faire de Paris une ville que pour les jeunes de 30, 40 ans qui n'ont pas d'enfants, mais je pense que ça, c'est pas le but, quoi. Mais je sais pas quel est ton point de vue, Geneviève, là-dessus. Mais... Ben, moi, il me semble effectivement que, par exemple, on a créé des crèches Paris et je pense la ville en France qui a par habitant le plus de crèches, et c'est une très bonne chose parce que les problèmes de garde d'enfants sont majeurs. Par contre, on voit qu'on a des difficultés pour recruter, et ça, ce sera vraiment une question à voir et à négocier peut-être avec l'État sur les conditions d'employabilité des personnes. Mais le temps de la crèche, il est limité à la semaine, et pour les femmes seules élevant un enfant, ça a été mon cas il y a bien des années, mais c'est vrai que c'est difficile parce que toute la semaine, on travaille, on court, on va chercher les enfants, on s'en occupe le soir. Il y a, et le week-end, là où on pourrait peut-être souffler, hein, peut-être aller prendre un café avec une amie, peut-être, voilà, eh bien, faire des courses, emmener ses enfants faire les courses, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et là, comment on pourrait développer des systèmes peut-être de garderie à l'heure ou pour 2 heures qui permettraient aux mères ou aux parents solos, ou même les mères, comme tu le dis, qui vivent en couple, hein, parce que la question se pose également, d'y aller. Comment on peut avoir aussi des espaces sportifs qui seraient pour les mères et les enfants? Peut-être plus de spectacles aussi. Ça commence à se faire, mais c'est vrai que c'est souvent très cher, les spectacles pour enfants. Or, emmener ses enfants voir des spectacles ensemble, partagés, aller voir un film, là aussi, ça coûte très cher. Et Donc, c'est pas adapté, hein, parce que ciné, bébé, voilà. Il en existe un à Paris. Voilà. Et donc, oui, tout ça, pour moi, c'est des choses qui seraient importantes à développer. Et puis, il y a la question de la mobilité. Alors là aussi, ça concerne toutes les familles. Bah, par exemple, dans ce quartier, hein, on est au Paris-Centre, quand on voit la taille des trottoirs, comment on fait avec une poussette? Surtout quand on a 2 autres enfants, parce que qui dit maman solo ne veut pas dire un enfant solo. On peut avoir plusieurs enfants. Alors déjà, rien qu'avec une poussette, c'est compliqué, mais quand on en a plusieurs, ça devient dramatique. Et prendre le métro, même le bus, est compliqué. Donc comment
comment on réfléchit aussi à la mobilité des femmes, sachant que les femmes sont celles qui marchent le plus et qui prennent le plus les transports en commun. Ah non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui revient tout le temps, tu vois, dans les groupes du Club Poussette. C'est en fait, mais à quelle heure? Comment je peux me déplacer? En fait, je ne peux pas. Enfin, c'est ultra compliqué. Ça freine tellement de mères de se dire juste, je vais prendre le métro avec ma poussette et mon bébé de 4 mois. Enfin, c'est un énorme problème, quoi. Et moi, je me suis rendu compte que Paris était vraiment pas fait à la fois pour les handicapés ni pour les jeunes mères quand bah, j'ai eu mon enfant, quoi. Enfin, avant, on s'en rend pas compte quand on n'est pas victime de ces Alors, discriminations. ça, c'est un sujet peut-être on peut creuser, c'est la question de la ville accueillante, bienveillante vis-à-vis des familles, des mamans. On reparlera plus après du sujet des femmes et du féminisme. Sur l'aménagement, on a effectivement fait plusieurs choses ces dernières années, notamment la question de l'approche genrée de l'espace public. Le terme est un peu technique, mais ça consiste à regarder avec des professionnels, soit des associations ou des chercheurs en sciences sociales, en urbanisme, en architecture, des ingénieurs, comment on fait en sorte de rendre la ville plus accueillante pour les familles, pour leurs enfants et pour les femmes aussi, avec des stratégies d'aménagement très différentes, que ce soit dans l'accès au sport, la mobilité, etc. Vous savez qu'on a mis en accessibilité le réseau de bus à l'occasion des JO, c'est un grand progrès, mais peut-être lister les sujets, les irritants, on les a un peu évoqués là, sur lesquels vous pensez qu'on doit beaucoup travailler. On l'a fait à travers des objets urbains innovants que sont les rues aux enfants et la stratégie, on va dire, de réduction de la place de la voiture. Parce que quand on est à Paris-Centre, c'est simple, il y a des tout petits trottoirs. Si on ne veut pouvoir les élargir, les trottoirs, il faut réduire la voirie. C'est toujours une question d'arbitrage. Quels sont pour vous les sujets les plus urgents en matière d'aménagement d'espace public, que ce soit sur le côté pratique des mobilités, mais aussi sur l'aspect plus symbolique et concret de la bienveillance de l'espace public vis-à-vis de tous ses usagers? Bah, je pense que déjà, effectivement, on en parlait juste avant, mais comment on se déplace, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Effectivement, quand on va pas prendre le métro quand on est jeune maman, mais alors pourquoi pas le bus? Mais effectivement, repenser aussi en fait ces réseaux-là de transport. Quand tu montes dans un bus avec une poussette, en fait, il est blindé. Oui, ça, Et problème de densité et tu as un espace poussette et bah dans le bus dans le 20e nous on est 7 mamans à vouloir cette place et il y en a qu'une en fait. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour essayer de alors c'est dans des timings voilà j'imagine bien que ça va pas être fait du jour au lendemain mais dans des réflexions futures se dire OK en fait repenser ce système de mobilité à la fois pour le métro bah ça peut être aussi facilité par des ascenseurs tout simplement. Parce que les escalators avec une poussette, merci, c'est la grosse galère. Ça casse les roues des poussettes, ça m'est arrivé plusieurs fois avec mes Ah enfants. bah oui, ça casse les roues des poussettes. Et surtout, enfin moi j'ai les souvenirs de moi avec mon petit bébé complètement à la verticale à 90 degrés. Enfin, c'est anxiogène. Enfin vraiment c'est anxiogène et surtout monter ensuite dans le métro, enfin ça ne va pas. Donc peut-être se dire ok on va pas se refaire un nouveau métro d'ici 2026, mais comment est-ce qu'on arrive peut-être à penser le réseau de bus? C'est beaucoup plus commode de prendre le bus que autre chose. Donc aménager ça déjà je pense et en fait continuer le travail qui a été fait effectivement sur la réduction des voitures qui me paraît primordial mais aussi toujours avoir plus essayer d'avoir plus d'espace en fait réservé aux enfants, les rues aux enfants mais c'est génial. Enfin, vraiment, les enfants, ils sont trop contents, les parents, ils sont trop contents. Donc aussi fermer des rues, les mettre piétonnes, c'est aussi des choses qui sont en train d'être faites et qui sont faites, mais le faire de manière peut-être un peu plus intensive aussi et dire, en fait, cet espace est réservé à la sécurité des enfants parce que quel est le problème aussi c'est en dehors des trottoirs, effectivement, qui sont trop petits avec des poussettes, c'est que moi, j'ai un enfant de 4 ans et demi. Quand on sort de chez moi, je passe ma vie à lui dire attention, marche pas trop vite, cours pas, viens à côté de moi, il y a des voitures, reste à côté. En fait, on apprend à nos enfants à être terrorisés par la ville. Vraiment, hein. Et ça, c'est un vrai souci, parce que quel impact après sur leur développement quand ils vivent terrorisés, que leur mère, elle a peur qu'ils se fassent écraser par une voiture partout. Donc c'est aussi, en fait, repenser la rue comme un espace plus safe. Donc déjà, effectivement,
réduction des voitures, ça devrait être encore plus, je pense, et se dire, on vit dans une ville, en fait, il y a un réseau quand même de mobilité qui existe, alors il a des problèmes, mais il est quand même bien fait à Paris, enfin, on peut se déplacer partout en 30 minutes, quoi. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de comment on se déplace avec les enfants dans l'espace public sans les terroriser, sans avoir peur qu'ils se fassent écraser toutes les 3 minutes et avec plus d'espace pour eux, plus de jeux, plus de parcs. Enfin, on le voit en fait, les parcs et les aires pour enfants, ils sont surinvestis. Dans tous les quartiers, en fait, on est tous parqués dans ces petits trucs, donc aussi allouer de l'espace public pour ces familles-là, pour qu'elles se sentent effectivement la bienvenue, quoi. Sur les bus, et effectivement, ça a été amélioré pour, justement, pendant les JO, pour permettre que ce soit les poussettes ou les fauteuils roulants. Et déjà, pendant les heures de pointe, tu le soulignes, c'est vrai que parfois, il y a tellement de poussettes que voilà, c'est difficile. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que en dehors des heures de bureau, et on voit bien que les horaires ont été conçus par rapport aux gens qui travaillent, alors que pour les personnes, pour tous les Parisiens et les Parisiens, on ne se déplace pas que pendant les heures de bureau, surtout qu'on veut développer ça. Or, la difficulté, c'est que à partir d'une certaine heure, parfois il faut attendre 20 minutes, une demi-heure, un bus. Le week-end, où c'est justement le moment où on peut sortir avec son enfant, la fréquence des bus est catastrophique, donc il est difficile de les emprunter parce qu'on ne peut pas s'organiser compte tenu de ça. Et là, je pense qu'il faut voir comment on peut améliorer ça. Il y a d'autres mesures que moi j'imagine aisément. Par exemple, on va dans les mairies pour accomplir des tâches administratives de toute nature, que ce soit l'état civil, que ce soit d'autres tâches. Et par contre, est-ce qu'on pourrait envisager de créer un espace où les mères qui arrivent pourraient laisser leurs enfants, d'accord, pour faire leur démarche sans avoir les enfants entre les jambes qui pleurent. Mais le ferait-elle? Tu vois, moi, c'est ma question. Mais avec tu laisserais ton enfant avec quelqu'un que la ville a pour garder les enfants. Ouais, mais Geneviève, tu connais, je pense, les problèmes autant que moi, qu'il peut y avoir de violence envers les enfants, etc. Moi, je suis pas, c'est pas parce que la ville met quelqu'un à disposition, tu vois, aujourd'hui, il y a très peu de formation, on le voit, en fait, les gens, même dans l'éducation nationale ou au périscolaire, ne sont pas formés, par exemple, sur ces questions de violence. On demande, en fait, il y a un problème de recrutement, donc on prend aussi des gens qui, parfois, n'ont même pas, en fait, de formation pour travailler avec les enfants. À Paris, ils en ont tous, désormais, ouais. Et ça a beaucoup monté, mais c'est toujours, comme c'est des secteurs où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de rotation, parce que c'est pas toujours des métiers où on arrive à fidéliser. C'est vrai que c'est un sujet à surveiller en permanence, la formation. Là, c'est peut-être une chose, justement, développer la confiance. La confiance. La confier à Geneviève. Voilà. Geneviève. Ce sera Geneviève qui aura les enfants dans les Non, mais développer la confiance. Tu vois, quand tu dis une ville plus inclusive, c'est justement ça. Comment on fait pour avoir confiance ? Et ça, c'est majeur. Parce qu'effectivement, un tout petit bébé, de toute façon, tu le gardes dans ta poussette. Mais les enfants de 4-5 ans qui sont turbulents, qu'il y ait une salle de jeu dans les mairies. Une salle de jeu, tu vois. Salle de jeu. C'est une très bonne idée. L'équivalent des ludothèques qu'on a mis dans l'espace public qui ont beaucoup de succès. C'est vrai que c'est un dispositif, les ludothèques, qui est très sécurisant. Oui. Et quand on est parent, moi j'ai un souvenir de papa, et on en a déjà parlé, Ève, mais quand tu vas au parc, ce petit parc parisien qui est petit, parfois trop fréquenté, mais qui est assez sécure, etc., le fait de pouvoir s'autoriser à bavarder avec d'autres parents, etc., et qu'on a le sentiment que l'enfant est en sécurité dans le bac à sable ou à proximité du toboggan magique, est toujours très rassurant. Geneviève, toi, tu marches beaucoup dans Paris. Tu marches énormément dans Paris, je le sais, pour des causes nobles, mais aussi pour ta mobilité du quotidien. C'est quoi un peu ton ressenti on a parlé des bus, etc. Est-ce que tu trouves que, je pose une question au tabou que je vous pose à toutes les deux, est-ce que Paris est une ville sûre pour votre ressenti de femme? Est-ce que vous marchez dans Paris de façon totalement sécurisante, ou est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille? Il y a la question du partage du trottoir. Ça, c'est une évidence. Et la difficulté que moi je vois aujourd'hui, c'est que on a mis en place un code de la rue avec des bonnes pratiques, et
il n'est pas réellement respecté. Et je pense qu'on doit faire plus, pas simplement au niveau de la police municipale, mais en termes de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, moi, je ne me sens pas rassurée, y compris sur les trottoirs, parce que aujourd'hui, il y a même des cyclomoteurs qui roulent. Et ça, c'est une chose pour moi qui est très importante. L'autre question, c'est le fait que je pense que peut-être il n'y a pas assez de bancs dans Paris. C'est vrai que je me souviens d'une époque où on les a beaucoup enlevés parce que, c'est peut-être une époque lointaine, hein, parce que j'habite Paris depuis 50 ans, donc voilà, mais parce qu'il y avait des euh, comment on appelle ça, des personnes sans abri. Oui, des mauvais usages. Enfin, les riverains demandaient des retraits de bancs parce que ça crée des attroupements. Et on le voit encore parce que ça crée des attroupements de jeunes, etc. Et le problème, c'est que quand on a des enfants, les enfants peuvent être fatigués et ils peuvent vouloir s'asseoir. Quand on est même plus âgé, hein, c'est mon cas, parfois on a envie de s'asseoir tout simplement et de regarder la ville et de profiter, pas être obligé d'aller dans un café ou continuer même quand on n'en peut plus. Donc ça, c'est pour moi, les espaces de pause sont importants. Et je pense également qu'il y a la question du coût. Parce que c'est vrai que bon, les passes Navigo a beaucoup augmenté, et ça, c'est un véritable problème. Mais si on revient à la marche, c'est essentiellement cela. Et aussi, c'est peut-être un peu décousu tout ce que je dis, mais il y a la question du respect des passages piétons. D'accord. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, là, on revient au code de la rue et de la route, parce que ça relève du code de la route, quand il n'y a pas de feu, et même parfois quand il y a des feux, être piéton, passer sur un passage piéton, ce n'est pas évident. Donc, voilà, c'est surtout ça. Après, moi, je ne me sens pas en insécurité. Quand je parle d'insécurité. Parce que c'est un sujet dont on entend parler parfois, qui est, en gros, est-ce que l'espace public est hostile aux femmes par des phénomènes de violence, de menaces tu ressens pas ça particulièrement? Si, Tu te ressens en sécurité? Ah non, en insécurité. En insécurité, d'accord. Ouais. Non, j'aimerais bien en Et c'est quoi les manifestations de ça? Et surtout, ce qui nous intéresse, comment on essaie de les résoudre? Plus de présence policière? Comment tu vois les choses? Bah écoute, alors moi que ce soit le jour ou la nuit, donc le jour évidemment ça va quand même mieux, mais en fait c'est très régulièrement où je marche dans la rue, où il y a des mecs qui viennent me parler, qui viennent m'alpaguer, qui viennent parfois m'insulter comme ça pour rien. Donc ça c'est quelque chose que j'ai intégré. Enfin ça fait 15 ans que j'habite à Paris. J'ai mes écouteurs, je les regarde pas, mais je vois les regards sur moi. Et du coup, si tu veux, même en fait à l'échelle inconsciente, je pense, ça crée un sentiment d'insécurité. Et ensuite et la nuit, parce que je sors beaucoup quand même, parce que Paris est une vie riche la nuit aussi. Alors là, pour moi, je me mets en protection max, tu vois, je vais jamais rentrer à pied chez moi. C'est hors de question. Donc, je prends des Uber. Donc, du coup, ça me coûte de l'argent, même très près. Et avec mes copines, on se crée des textos, genre, je suis bien rentrée. Enfin, c'est dingue hein, quand même. On ne devrait pas avoir à faire ça. Mais parce que j'ai été agressée la nuit, parce que tu tombes sur des gars bourrés. En fait, tout simplement. Et que juste t'es une meuf, que t'as 30 ans, que t'es un peu jolie. Donc, en fait, tout le monde se permet de venir te parler. Les mecs relous, on va dire. Donc oui, non, moi je me sens en insécurité. Est-ce que tu dis pourquoi même quand on en est conscience, c'est ultra fréquent. C'est toutes les femmes qui sortent la nuit expérimentent ça et c'est désagréable et c'est tout le temps des remarques, des interpellations, des lourdeaux, des agresseurs, pas forcément agresseurs jusqu'à l'agression physique, mais parfois on le sait, ça arrive. Ouais. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus. On a fait des choses, on a commencé à travailler notamment avec les fameuses associations spécialisées sur ces questions-là, dans lesquelles on joue sur la lumière, dans lesquelles on joue sur les trajets, dans lesquelles on évite les effets d'impasse, etc. Mais il y a une question sociétale beaucoup plus fondamentale, c'est qu'on peut allumer la lumière aussi fort qu'on veut. C'est troublant de devoir avoir à gérer ça. Et donc, on va y travailler. Toi, Geneviève, tu as eu ça. Je voulais dire qu'en plus, moi, je ne me suis pas fait agresser, mais
c'est même à tout âge les remarques. C'est-à-dire que même moi qui suis grand-mère, et ma petite fille a 18 ans, donc je suis vraiment grand-mère, j'ai des gamins de 25 ans qui vont me faire des remarques sur mon physique. Ils pensent me faire un compliment, mais je leur ai rien demandé. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Après, il y a la question également des personnes qui peuvent être soit en état d'ébriété, soit toxicomanes, et quand ils sont plusieurs ensemble, on se sent pas rassuré. Et je te rejoins, moi je marche au milieu des rues. C'est-à-dire que dans ces cas-là, bien à la lumière, etc. Parce que au moins aussi, moi je vois, c'est pas simplement, je vois qui est autour. Donc on adopte toutes des comportements de cette nature. Et il y a aussi une question je pense, d'information par la ville, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être faire plus de campagnes d'information, des panneaux d'affichage, etc. Et l'éducation aussi au niveau, et pas simplement au niveau des petits, mais à tous les âges. Et clairement, si en plus on développe vraiment cette sensibilisation dans les clubs sportifs, dans les centres Paris-Anime, mais vraiment une politique, tu vois, mais encore plus. Ils le savent en fait. Ils le font. Oui, c'est ça la question. Tu sais pourquoi ils le Ouais. font? Parce qu'il n'y a pas de sanction. En fait, c'est juste ça. Tu vois, la sensibilisation, elle a été faite. On est au courant qu'on n'a pas le droit, en fait, d'agresser quelqu'un dans la rue. Ils le savent. Mais en fait, le problème, c'est que quelle est la sanction derrière? Elle est nulle. Il y a pas de sanction, tu vois. Moi, si demain je vais au commissariat et que je dis il y a un gars qui m'a poussé contre une porte et qui m'a touché les fesses, qu'est-ce qu'ils vont me dire les policiers? Bah désolé madame, portez plainte contre X. Tu vois. Donc il y a un problème, et encore s'ils veulent bien prendre la plainte, quoi. Généralement, on va te dire, vous savez, ça va prendre 4 heures, Bah vous voulez vraiment déposer plainte. Donc c'est pour ça, en fait, les femmes, elles le savent, en fait, elles savent très bien. Aujourd'hui, en fait, faut être factuel et faut avoir un regard lucide sur la situation, tu vois. Je pense. La sensibilisation, elle est obligatoire. Il faut la continuer, c'est sûr. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour mettre plus de sécurité vis-à-vis de ça dans la ville? Pour moi, franchement, ça passe par la police, quoi. Voilà, Vraiment, pour quoi. creuser des possibilités, moi, vraiment, je suis prudent à ce stade, mais il y a des villes là qui ont développé dans le monde et en France, là, récemment, des systèmes d'alerte de nuit, d'insécurité immédiate, permettant de déclencher normalement et à la fois une forme d'inquiétude chez l'agresseur potentiel pour qu'il renonce, et deuxièmement, d'intervention possible de force de police. C'est des choses ça me paraît assez ubuesque, pour être très franc. J'aimerais pouvoir vous dire qu'on va travailler à faire en sorte que la jeunesse de ce pays masculine soit plus respectueuse des femmes, et on va y travailler, mais c'est quoi un peu les idées? Parce que tu dis ce que tu dis, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes, et moi j'en ai toutes mes amies, etc., c'est la même chose, ont intégré une forme de menace potentielle. Ça engendre des comportements, par ailleurs, de solidarité. Femmes, on s'appelle, on part en groupe, on prend des VTC, on se couvre le temps qu'on trouve le VTC, etc. Enfin, c'est assez insupportable qu'on n'ait pas, entre guillemets, des outils plus efficaces pour lutter contre ça, en partenariat avec les lieux de nuit aussi, d'ailleurs, parce que généralement, quand il y a des jeunes bourrés, en l'occurrence des jeunes hommes bourrés, inconvenants, parfois agresseurs et parfois encore plus graves, c'est qu'ils ont aussi consommé dans des établissements et qui ont, à ce sens, à mon avis, un rôle à jouer. Vous avez quelques idées comme ça, de choses qui pourraient être mises en place Il y a une application qui s'appelle Sorority, je crois, que moi j'ai pas utilisée, mais j'en ai entendu plusieurs fois parler effectivement, quand tu te sens en insécurité ou qu'il y a un problème, tu vas en fait aller informer un réseau de femmes qui potentiellement est à côté de toi par la géolocalisation. En vrai, quand tu te fais agresser, tu sors pas ton réflexe. app. Bonjour, excuse-moi, je peux. Mais non, et sinon, je crois que c'est une ville en France qui a fait ça il y a pas longtemps, ils ont. Ouais, je sais, mais c'est on à ça que cherche des choses, tu vois, on est là en mode quoi faire. Il y a le sifflet, il y a le beeper électronique, il y a plein de choses. Mais il faudra qu'on. Moi, je n'ai pas de réponse, et pas d'annonce cependant, mais il faudra qu'on regarde ça quand même, parce que c'est quand même assez insupportable l'idée que la nuit qui doit être un lieu de magie et de repos, en fonction de ce qu'on souhaite y faire, mais que la nuit représente encore sur le plan symbolique le moment de la menace la plus grave et la plus intense, au point d'empêcher des gens de sortir parce que s'ils n'ont pas d'amis. Parce que ça, c'est un sujet qui me préoccupe aussi beaucoup, c'est la question de la solitude. On sait que chez les jeunes, notamment chez les étudiants, elle est très importante.
Est-ce qu'on est, quand on est jeune étudiante à Paris, qu'on n'a pas encore créé un réseau d'amis, comment on sort de façon sécurisante Tu sais, quand je parlais de campagne d'information, moi, ce qui me semblerait important aussi, c'est que les gens réagissent quand on se fait agresser. Oui, autour. Oh, C'est très choquant parfois, oui. Voilà. L'attentisme. Et tu le vois bien, les gens attendent que quelqu'un réagisse, mais personne ne le fait. Je sais que personnellement, même si je ne vais pas dire que j'ai pas la peur au ventre, mais quand je vois des agressions, j'interviens. Même si c'est ne serait-ce que dire parce que quand je vois un type qui est 2 fois costaud comme moi et qui est en train de mal parler à une femme, de vouloir l'emmener, etc. Moi, je me mets à côté et je serine, vous n'avez pas le droit, et je la prends par la main et j'essaye de la sortir de là. Mais combien de fois, alors qu'il y a des gens autour, personne ne vient m'aider. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils passent comme si c'était une scène de ménage à trois. Et moi, systématiquement, je ne peux pas me taire quand je vois quelqu'un qui se fait agresser. Et ce comportement, nous devrions tous et toutes l'avoir, mais aussi les hommes. En plus, si c'est un homme qui intervient, je pense que ce sera encore plus fort parce que ça montrera bien à l'homme qui est en train d'agresser que son comportement n'est pas normal. On peut pas. Il y a, on doit être solidaire. Et tu disais une ville plus accueillante, c'est aussi ça. C'est solidaire entre nous. Ouais. Parce que pour moi, une ville féministe, c'est une ville solidaire. Et une ville féministe, c'est pas dire que la ville est plus aux femmes qu'aux hommes, c'est qu'elle est à tout le monde et de façon égale et de façon, oui, bienveillante et harmonieuse. Voilà, c'est ça l'idée d'une ville féministe. Il y a des endroits où on sent une forme de pesanteur masculiniste dans l'espace public qui, moi, me gêne, je le dis. C'est pas à moi d'en juger comme femme, je suis pas une femme, mais j'ai quand même eu de nombreux témoignages où des femmes m'ont dit que dans certains quartiers, la surreprésentation d'hommes jeunes, seuls, qui d'ailleurs ne constitue pas nécessairement du tout une menace, mais quelque chose qui met dans l'inconfort. Et donc, il faudra évidemment y travailler. Et peut-être pour finir sur le sujet le plus grave et le plus douloureux, qui est celui évidemment des violences endémiques, structurelles d'une société qui reste à domination masculine très forte, la protection des femmes contre les violences sexuelles et sexistes, en particulier en milieu conjugal. On a beaucoup fait à la ville, enfin on sait qu'on a encore énormément à faire, c'est pas que nous d'ailleurs, hein, c'est la préfecture de police, c'est le parquet, c'est la justice de façon générale, et évidemment tous les réseaux d'associations. Peut-être sur ce sujet-là, comment on fait pour améliorer les choses? On sait que ça pose des problèmes de logement qui parfois conduisent des femmes en précarité économique à ne même pas dénoncer leur conjoint ou les violences dont elles sont victimes parce qu'elles n'imaginent pas avoir les moyens de se libérer entre guillemets de cette prison économique dans laquelle elles sont enfermées. Quel est votre regard là-dessus un petit peu? Qu'est-ce qu'on pourrait creuser, faire plus avec les assos, avec les partenaires pour faire en sorte de pouvoir sauver ces femmes de leur geôlier? La grande difficulté, c'est que les femmes qui sont victimes de violences intraconjugales, d'abord, c'est quelque chose d'assez progressif. Donc, elles sont tombées. Quand je dis tombées, c'est vraiment dans le sens sous l'emprise d'un homme et elles n'en se rendent même plus compte. Et la difficulté de l'emprise, c'est que la couper est extrêmement dur. Il y a des mécanismes chimiques qui se mettent en place et on parle vraiment de sevrage. Et pour moi, déjà, c'est voir comment on fait pour finalement avoir un discours vis-à-vis des femmes rassurant. C'est-à-dire que, comme tu le disais, la précarité, la menace de la précarité, parce que souvent c'est cela, de se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Si je pars, qu'est-ce que je vais devenir avec mes enfants, comment je... Donc tout ça, je pense, vraiment une contrainte pour les femmes. Et derrière, il faut aussi plus de centres d'écoute. C'est-à-dire qu'il faut lutter rassurer les femmes sur la précarité. Et plus on va communiquer là aussi sur le fait
si vous devez partir avec vos enfants, vous aurez un hébergement d'urgence. Et une des violences pour les femmes à Paris aujourd'hui, c'est quand même quand on voit les familles qui sont à la rue, les enfants qui sont à la rue, c'est vrai que cette notion de précarité, elle vient renforcer, je dirais, l'emprise qu'un mari ou un compagnon violent pourrait avoir. Et, euh, et donc, il y a ça. Et derrière aussi, donner plus de moyens aux associations, peut-être à des points où on puisse venir parler. Et là, ce que tu disais de les femmes ensemble, Ouais. pouvoir se confier. Je sais que c'est très mal vu et on le voit dès que on subventionne à l'hôtel de ville. La ville subventionne des associations en non-mixité. On voit, nous, notre opposition qui hurle. Mais comment trouver des espaces où on vient avec ses enfants, ils sont en train de jouer et on parle entre femmes, on parle des problèmes que l'on a. Et c'est là aussi où elles vont pouvoir s'exprimer. Et ça, il faut créer ces espaces de confiance. Voilà, c'est comme tout à l'heure Oui, pour les ça enfants. c'est typiquement France, pardon, mais ça c'est des débats typiquement français. Évidemment que des femmes doivent pouvoir se retrouver entre elles, mais comme des hommes le font, peu importe. Mais en gros, c'est la capacité à trouver des espaces d'expression libres, etc. Et l'exploitation du sujet qui peut parfois être fait quand on propose ce type de format. Peut-être d'ailleurs en les normant pas ou en laissant les espaces d'expression sur les violences conjugales est un moyen plus simple que de rentrer dans des mots. Ça, je crois que c'est très, très important. Il y a le sujet des moyens accordés au système d'alerte. Moi, je porte une idée qu'on a déjà travaillée, mais qui est dans les cas de violence conjugale, que celui qui soit contraint à la décohabitation, c'est-à-dire, pour être très clair, à quitter le logement, ne soit pas la victime, mais soit le responsable. Parce que c'est important que, et notamment je le pense chez les bailleurs sociaux, qui est un éternel débat, qui assure la continuité du bail, etc. Et toi, dans ce rôle précisément des associations, comment tu vois un peu les choses qu'on pourrait renforcer? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Ce que tu dis sur, tu vois, quand tu dis qu'en gros, ça serait à l'agresseur de partir du logement, je pense que, pareil, c'est une idée conceptuellement qui a du sens, mais dans la réalité du terrain, c'est ce que, tu vois, tu disais un peu, Geneviève, en fait, tu es dans un contexte, quand tu es en violence conjugale ou tout type de violence, Il y a la question de l'éloignement est essentielle. et surtout, en fait, d'emprise, c'est-à-dire que c'est pas le père, tu vois, qui est agresseur qui va partir, même si tu mets une loi, même si ceci, cela, c'est la mère qui se casse en fait en fuite et en survie pour les enfants. Donc moi, en fait, ce que je te proposerais plutôt, c'est une fois qu'il y a eu les faits constatés de violence, donc aussi que les femmes aillent parler, aillent déposer plainte, etc., parce que la question du logement, elle est centrale. En fait, comment tu te loges à Paris quand les propriétaires, ils te demandent 3 fois le loyer, que tu es seule, que tu as des enfants et que tu gagnes 2000 balles. En fait, bah non, ça ne fonctionne pas. Donc comment est-ce qu'en fait la ville là-dedans s'implique? Pour moi, ce qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir créer en fait que la ville soit garant pour ces femmes-là. Tu vois, et de manière quasi automatique, une fois qu'il y a en fait un dépôt de plainte ou je ne sais quoi, et que la personne a besoin de partir, elle sait qu'il y a ce dispositif d'urgence qui est mis en place pour elle, et où la ville en fait va venir à minima appuyer son dossier en tant que garant. Et ce qui serait le mieux, et dans l'avenir, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir, il y a des centres d'urgence qui existent, mais qui sont débordés, enfin, ça ne fonctionne pas. Et surtout, il y a aussi, en fait, une grande partie des femmes, en fait, tu arrives dans un centre d'urgence quand ta vie, elle est en danger, tu vois. C'est très tard, généralement. C'est très tard. C'est très tard. En fait, il y a aussi toutes ces femmes dans le processus avant qui savent qu'elles sont potentiellement en danger, qui savent qu'il faut qu'elles partent, mais elles vont pas aller prendre une place dans un centre d'urgence, tu vois. Donc, comment est-ce que aussi on fait pour pour recréer des centres qui seraient pas encore des centres d'urgence, mais juste avant, où en fait, un moyen de partir, tu vois, de partir vite.
Exactement, tu as 6 mois, on sait que ce logement, il est mis à disposition pour toi pendant 6 mois, le temps de te reconstruire, le temps de monter un dossier potentiellement avec la ville, le temps aussi d'avoir des bénévoles, tu vois, ou des gens de la mairie si on a un service, imaginons pour ça, qui viennent aussi t'expliquer tes droits, qui viennent t'aider à trouver un logement, qui viennent t'aider peut-être à retrouver un travail, etc. Moi, je pense que on devrait avoir ça, en fait. Mon Dieu, dans la société dans laquelle on vit et le nombre de violences conjugales, il faut prendre ce sujet et le traiter, quoi. Et les centres d'urgence, c'est le bout de la chaîne. Donc, comment on traite tout ce qu'il y a avant, quoi. Et il y a aussi l'accompagnement psychologique pour la femme, mais aussi pour les enfants. Et ça, on manque cruellement de pédopsychiatres ou de pédopsychologues parce que typiquement, on dit c'est la femme qui va rester dans le logement avec les enfants. Mais que va faire l'agresseur? Soyons très clairs, ce sont généralement des pervers, c'est-à-dire qu'ils vont aller dire aux enfants, vous voyez, votre mère m'a mis dehors, je suis pauvre, maintenant je suis à la rue à cause d'elle, etc. Donc ils vont, eux, se victimiser auprès des enfants, ce qui va rendre encore une pression supplémentaire sur la femme. Donc, et il faut pouvoir accompagner et la mère et les enfants. Et ça, c'est primordial. On ne pourra pas lutter, leur permettre de repartir, de se reconstruire sans cet accompagnement. Et on doit donner vraiment une attention toute particulière aux enfants. Ah, mais c'est sûr, quand tu vois la séance de psy, tu vois, moi j'ai commencé une thérapie pour mon fils. En fait, c'est 80 € la séance. Mais je le fais une fois par mois et du coup, moi j'ai arrêté ma thérapie. Ce qui est vraiment bête, parce que j'en aurais bien besoin. Mais en fait, c'est les prix. Enfin, et déjà, moi j'ai la chance de pouvoir me le payer, mais en fait, c'est inaccessible. C'est inaccessible, mais totalement. Et surtout, je pense qu'il y a aussi, tu vois, on parle beaucoup de sensibilisation et c'est primordial. En fait, il y a énormément de parents qui n'ont pas conscience en fait des violences psychologiques aussi en fait que ce genre de violences conjugales peuvent faire et qui ne vont pas en fait avoir une prise en charge à la fois pour elles-mêmes mais aussi pour les enfants. Ça devrait pas être possible en fait. Donc comment est-ce qu'on sensibilise aussi les gens à la santé mentale, à avoir des dispositifs comme là l'État a mis sur les séances gratuites mais c'est compliqué à avoir, etc. Et je pense que la ville de Paris devrait aussi impulser cette chose de dire ok, pour les enfants victimes de violences de manière générale, et là alors on parle des violences conjugales, mais laissez-moi parler du taux d'inceste, du taux de violence sexuelle, etc. Voilà. Donc comment est-ce que on met en place une fois par mois une séance gratuite pour au moins les enfants, quoi. Et sachant que plus tôt on va le faire, et moins de séances il faudra, parce que le problème des violences psychologiques, En fait, et puis le traumatisme, il est vécu, il est intégré, et il est plus on attend, et plus c'est difficile à, je dirais, remettre la personne dans son droit, dans son pouvoir, de la remettre, je ne vais pas dire à l'endroit, parce qu'il n'y a pas des gens à l'endroit ou à l'envers, mais en tous les cas, éviter que ce traumatisme, finalement, gâche le reste de sa vie. Parce que ça coûte plus cher en plus, tu vois. Alors, je vais faire un parallèle avec les mères en postpartum, mais l'étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, en fait, montre que une dépression postpartum, ça coûte 72 000 € à l'État. À soigner. En fait, à soigner, mon Dieu. Donc, en fait, s'il y avait eu du préventif, etc., en fait, c'est ça le problème, je pense, de la France de manière un peu plus générale, c'est que on va pas faire du préventif. Donc, du coup, on se retrouve à traiter des pathologies, à traiter et à faire du bricolage, en fait, avec les gens, alors que s'il y avait un peu d'investissement politique et une vision sur le long terme, parce que malheureusement, moi, c'est ça qui m'embête beaucoup, c'est que, en fait, les personnes qui font la politique aujourd'hui en France ont des visions court-termistes, alors que, mon Dieu, nos vies ne sont pas court-termistes, quoi. Donc, comment on arrive aussi à voir ça sur du long terme et à se dire, ok, on fait de la prévention. On n'a pas envie, peut-être, au début, d'investir sur la prévention parce qu'on se dit, bah, ça va coûter de l'argent, c'est compliqué, etc. Mais à quelle heure, en fait, genre, on va comprendre que c'est un gain, mais phénoménal pour l'avenir. Donc, moi, j'aimerais aussi beaucoup ça, qu'à Paris, on prenne en considération ça et qu'on soit moteur aussi sur ces systèmes de prévention, ces systèmes d'accompagnement, parce qu'on parlait tout à l'heure des violences dans la rue, que bien souvent ce sont les hommes qui infligent aux femmes, mais en fait tout ça vient d'où?
la réplication de la violence en permanence, en fait. Si aussi on soignait, par exemple, les petits-enfants qui ont été co-victimes de violences conjugales et qu'on les prenait en charge, peut-être que derrière, en fait, on aurait aussi moins de violence dans la rue. Oui, ça Enfin, reprendrait vraiment tout ce est, schéma. tout est interconnecté, quoi. Donc, il y a aussi vraiment un sujet à avoir je pense, de prévention. Comment est-ce que on crée une ville safe, mais en pas juste en réglant les problèmes imminents et urgents d'aujourd'hui, mais en prenant ça, en fait, un petit peu avant, quoi. Enfin, la prévention. Merci beaucoup Eve, merci Geneviève. On va beaucoup travailler tous ensemble là, sur ces sujets-là dans les mois qui viennent pour construire un projet. On va travailler sur l'espace public, sur la question des outils de lutte contre les inégalités, contre les ségrégations. On en a évoqué quelques-uns ici. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous donner vos idées, vos suggestions, vos questions. Et on y travaillera dans les semaines et les mois qui viennent. Paris, c'est une ville des droits humains, c'est une ville féministe, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, si on n'y arrive pas ici, ce sera dur ailleurs. Donc on doit montrer l'exemple et on va continuer à y travailler. Peut-être sur une notion finalement assez simple, c'est prenons tout simplement soin les uns les autres et protégeons-nous collectivement. Merci à toutes et à tous, à très vite.